Le théâtre impérial de Paris respirait ce soir-là l'opulence maîtrisée des grands événements mondains. Sous les lustres en cristal baccarat, 18 au total, chacun pesant 340 kg et projetant 1200 points lumineux, le salon principal de 400 mètres carrés accueillait la crème de l'élite française. Les baies vitrées encadraient la skyline parisienne comme un tableau vivant, la tour Eiffel scintillant au loin telle une sentinelle dorée. Le sol en travertin reflétait les silhouettes des invités en tenue de soirée, 73 personnes précisément, chacune ayant déboursé 850 € pour assister à ce gala caritatif organisé par le magnate de l'immobilier Auguste Morel. Lona Alves, 28 ans, traversa la salle avec son plateau d'argent. Ses pas silencieux sur le marbre, son uniforme bleu marine impeccable malgré les 6 heures de service ininterrompues. Elle avait appris à se faire invisible dans ces événements, à glisser entre les conversations dorées sans laisser de traces. Ses mains, légèrement rougies par l'eau de vaisselle, contrastaient avec les ongles manucurés au vernis Dior des invités qui l'ignoraient. Ce qu'aucun d'eux ne savait, ce qu'ils ne pouvaient même pas imaginer, c'était que ces mêmes mains avaient passé 15 années à apprivoiser un vieux piano désaccordé dans une église de banlieue, transformant la solitude en musique et la faim en discipline. Auguste Morel, 52 ans, costume Brioni à 6 800 € et Patek Philippe Nautilus au poignet, 87 000 € de prestige suisse, se leva du tabouret du piano à queue Steinway Sons. Il avait joué pendant 12 minutes avec plus d'arrogance que de technique, cherchant l'admiration non par la maîtrise, mais par le simple fait d'oser. Sa fortune nette de 47 millions d'euros lui conférait, pensait-il, le droit d'occuper n'importe quel espace, y compris celui de l'art. Les applaudissements polis qu'il reçut furent moins un hommage à son talent qu'une reconnaissance de son pouvoir. Ce qui allait suivre, personne ne l'avait prévu. Bianca Ferrand, 34 ans, dans une robe Valentino rouge écarlate à 12 000 €, se tenait près du bar en onyx noir. Ses bijoux Cartier, un collier panthère à 340 000 € captaient la lumière comme des éclats de glace. Elle incarnait cette élite parisienne qui confondait richesse et raffinement, cruauté et esprit. Sébastien Pradier, associé d'Auguste et spéculateur immobilier, riait trop fort à chaque remarque de son mentor, ses dents trop blanches reflétant l'éclat des coupes de champagne Krug à 450 € la bouteille. C'est alors qu'Auguste, cherchant peut-être à prolonger son moment sous les projecteurs, commit l'erreur qui transformerait cette soirée en légende. Son regard tomba sur Lona, qui déposait son plateau près du piano. Une idée naquit dans son esprit, une idée qu'il crut brillante, une démonstration de pouvoir déguisée en générosité. Mademoiselle, lança-t-il, sa voix amplifiée par l'acoustique parfaite de la salle. Le brouhaha des conversations s'éteignit progressivement. Vous, oui vous, approchez donc. Luna sentit 146 yeux se poser sur elle. Sa gorge se serra. Ses paumes devinrent moites. Mais elle releva la tête et s'avança, chaque pas mesuré, chaque respiration contrôlée. Ce qu'elle ignorait encore, c'était que ces 10 mètres changeraient le cours de sa vie. Auguste souriait, ce sourire carnassier des prédateurs assurés de leur domination. Bianca se redressa légèrement, anticipant le divertissement à venir. Marc Delaunay, photographe accrédité pour le magazine Élégance, ajusta machinalement son Leica M11, 8300 € d'équipement qui allait capturer bien plus qu'un simple événement mondain. L'orchestre invisible du destin commençait à jouer sa première note. Et personne, dans ce théâtre de vanité, ne pouvait imaginer la symphonie qui allait suivre. J'ai une proposition pour vous, déclara Auguste, sa voix portant jusqu'au recoin du salon. Le silence était désormais total, ce silence lourd et attentif des amphithéâtres avant l'exécution. Vous travaillez ici depuis combien de temps? 3 ans? 4? 2 ans et 7 mois, monsieur, répondit Luna d'une voix posée, sans baisser les yeux. Un sourire s'élargit sur le visage d'Auguste. Voyez-vous,
Je viens de jouer un morceau relativement simple. Si vous parvenez à le reproduire, disons ne serait-ce que passablement, je vous nomme directrice générale de ma société Morel Immobilier. Il marqua une pause théâtrale. Un poste à 180 000 € annuels. Qu'en dites-vous? La salle explosa. Des rires fusèrent, d'abord nerveux, puis francs, puis cruels. Sébastien se tapa sur la cuisse. Ah, Auguste, toujours ce sens du spectacle. Bianca, sirotant son champagne, lança d'une voix assez forte pour être entendue. Peut-être devrait-elle échanger le piano contre un ballet? Ce serait plus dans ses compétences, non? Les rires redoublèrent. Quelqu'un au fond de la salle siffla. Marc, l'œil collé au viseur, sentit ses doigts hésiter sur le déclencheur. Ce qu'il observait n'était pas drôle, c'était cruel, méthodique, calculé. David, un jeune serveur de 22 ans qui avait travaillé avec Luna lors de plusieurs événements, murmura un « vas-y » à peine audible, rapidement noyé dans le tumulte. Personne ne l'entendit, personne ne voulut l'entendre. Lona regardait le piano. Ses pensées tourbillonnaient, mais à travers le chaos mental émergeait une clarté étrange. Elle pouvait partir. Elle devait partir. C'était du harcèlement public, une humiliation programmée, un piège tendu par un homme qui n'avait jamais connu la faim, la solitude, ni le réconfort d'un instrument désaccordé dans une église vide. Mais quelque chose en elle, peut-être l'orgueil, peut-être la justice, peut-être simplement la vérité, refusa de fuir. « J'accepte, dit-elle. Le silence retomba, plus stupéfait que respectueux. Auguste cligna des yeux, déstabilisé une fraction de seconde avant de retrouver sa superbe. « Excellent. Mesdames et messieurs, nous avons un spectacle. » Luna traversa les derniers mètres jusqu'au tabouret. Chaque regard pesait sur ses épaules comme du plomb. Bianca chuchotait quelque chose à l'oreille d'une amie, provoquant un nouveau rire étouffé. Sébastien sortit son téléphone, prêt à filmer ce qu'il pensait être une farce mémorable pour ses réseaux sociaux. Elle s'assit. Le tabouret était encore tiède de la présence d'Auguste. Elle ajusta sa position, posa ses mains sur ses genoux, ferma les yeux et respira. Une fois, 2 fois, 3 fois. Le silence dans la salle devint inconfortable. Quelqu'un toussa. Bianca murmura. « Elle attend quoi? L'inspiration divine? » Ce que personne ne voyait, c'était le film qui se déroulait derrière les paupières closes de Luna. L'église Sainte-Thérèse de Montrouge, 14 mètres sur 9, murs de pierre froide et vitraux fissurés. Le piano droit Pleyel de 1963, 3 touches bloquées, pédalier grinçant. Les nuits où elle s'y réfugiait après ses quarts de travail, 22 heures jusqu'à 2 heures du matin, 4 heures de sommeil avant de recommencer. La faim qui tordait son estomac pendant qu'elle jouait Chopin, Debussy, Satie. La discipline naît de la nécessité absolue. Puis, Lona ouvrit les yeux et posa les doigts sur les touches. La première note résonna comme une détonation dans le silence. Claire, ferme, juste. Les suivantes s'enchaînèrent avec une assurance qui fit vaciller les sourires. Ce n'était pas une imitation maladroite, ni une tentative hésitante. C'était de la musique, vraie, nécessaire, inévitable. Le visage de Bianca se figea, sa coupe à mi-chemin entre la table et ses lèvres. Sébastien abaissa lentement son téléphone. Auguste, debout à 3 mètres du piano, chercha du regard une explication rationnelle, une partition cachée, une complicité, un truc. Il ne trouva rien. La musique montait, vague après vague, remplissant chaque centimètre cube du salon de 400 mètres carrés. Les conversations cessèrent. Les verres se posèrent. Même les serveurs dans l'antichambre suspendirent leurs gestes. Marc déclencha son appareil. Clic, 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 immortalisant non pas un désastre, mais une révélation. Ce qui avait commencé comme une humiliation se transformait en autre chose. Quelque chose d'inattendu, quelque chose de dangereux,
pour ceux qui croyaient que le talent appartenait exclusivement à ceux qui pouvaient se payer des leçons chez des maîtres. L'accord final s'étira dans l'air, long et vibrant, avant de s'éteindre dans un silence absolu. Puis, le théâtre impérial de Paris explosa en applaudissements. L'ovation ne ressemblait en rien aux applaudissements polis qui avaient suivi la prestation d'Auguste. C'était viscéral, spontané, presque violent dans son intensité. 73 personnes, qui quelques minutes plus tôt riaient d'une femme en uniforme, se levèrent comme mues par un même fil invisible. Les mains claquaient, certains criaient « Bravo », d'autres sifflaient d'admiration. Marc capturait chaque instant les visages transformés, les yeux brillants, cette reconnaissance collective qui naît lorsqu'on est forcé de voir ce qu'on avait choisi d'ignorer. Luna resta assise, le dos droit, les mains encore posées sur le clavier tiède. Elle ne souriait pas triomphalement. Elle respirait simplement, profondément, comme quelqu'un qui se déleste d'un fardeau porté trop longtemps. Ses yeux restèrent fixés sur les touches d'ivoire, consciente que lever le regard maintenant transformerait ce moment de vérité en spectacle. Mais la salle, elle, n'avait pas oublié la promesse. « La directrice générale » cria quelqu'un du fond. D'autres reprirent en chœur. « Tenez votre parole, Monsieur Morel, votre promesse. » Ce qui avait été une blague cruelle devenait soudain un engagement public, enregistré par une dizaine de téléphones, photographié par Marc, gravé dans la mémoire collective de 70 témoins. Auguste, figé à 3 mètres du piano, sentit la pièce basculer. Sa mâchoire se crispa. Une goutte de sueur perla à sa tempe, malgré la climatisation réglée à 19 degrés Celsius. Il avait orchestré des dizaines de transactions immobilières pour le complexe, négocié avec des promoteurs, des banquiers, des politiciens. Mais là, dans ce salon où il avait cru régner en maître absolu, il se retrouvait pris au piège de ses propres mots. « Voyons, commença-t-il, forçant un rire qui sonna faux. C'était évidemment une plaisanterie. Vous comprenez bien que... » « Une plaisanterie ?» La voix qui le coupa appartenait à maître Alain Dubois, 67 ans, avocat spécialisé en droit commercial et conseiller de plusieurs grandes fortunes parisiennes. Sa présence imposante commandait le respect. Une promesse faite publiquement devant témoins n'est pas une plaisanterie, Monsieur Morel. C'est un engagement. Un murmure approbateur parcourut l'assemblée. Bianca, cherchant à restaurer l'ordre social qu'elle sentait vaciller, intervint. « Enfin, soyons sérieux. Jouer du piano, c'est charmant. Mais diriger une entreprise de plusieurs millions d'euros? » Elle rit, mais personne ne l'accompagna. Son rire s'éteignit comme une bougie qu'on souffle. « Et pourquoi pas ?» répliqua Marguerite Leclerc, propriétaire d'une galerie d'art réputée dans le Marais. Cette jeune femme vient de démontrer discipline, maîtrise technique et sang-froid sous pression extrême. Ce sont précisément les qualités requises pour diriger une entreprise, non? Les applaudissements reprirent, plus mesurés mais plus déterminés. Auguste sentit le sol se dérober sous ses mocassins Church's à 890 €. Il avait sous-estimé l'effet cathartique du renversement de situation. Lona, enfin, se leva. Le mouvement fut lent, gracieux, contrôlé. Elle se tourna vers Auguste et, pour la première fois depuis le début de cette épreuve, leurs regards se croisèrent directement. Ce qu'il vit dans ses yeux ne fut ni de la colère, ni du triomphe, mais quelque chose de plus déstabilisant, de la dignité tranquille. « Monsieur Morel, dit-elle, sa voix claire portant sans qu'elle ait besoin de l'élever. Je ne suis pas venu d'ici ce soir pour réclamer un poste. Je suis venu pour travailler, comme je le fais depuis 2 ans et 7 mois. Mais vous avez fait une promesse devant ces personnes? » Elle marqua une pause. « La question n'est pas de savoir si je suis qualifié. La question est, êtes-vous un homme de parole? » Le silence qui suivit fut tel qu'on aurait pu entendre une épingle tomber sur le travertin. Auguste ouvrit la bouche, la referma. Ses jointures blanchirent, tant il serrait les poings. Tout son empire reposait sur sa réputation d'homme intègre. Se dédire maintenant dynamiterait cette image construite sur 30 années.
Marc captura ce moment précis. Le magnate face à la femme en uniforme, le pouvoir face à la vérité. Cette photographie apparaîtrait le lendemain dans Le Figaro, L'Express et Élégance, devenant l'une des images les plus partagées de l'année. Bien, lâcha finalement Auguste, chaque syllabe arrachée comme une dent. Je... je tiendrai ma promesse. L'ovation qui suivit fut différente. Moins euphorique que la première, plus grave, presque solennelle. C'était la reconnaissance que quelque chose d'important venait de se produire. Non pas un simple retournement de situation, mais une fissure dans l'ordre établi des choses. Luna inclina légèrement la tête, un geste de remerciement qui n'était ni soumission ni triomphe. Puis elle posa la main sur le couvercle laqué du Steinway, comme on remercie un vieil ami, et se dirigea vers le coin d'où elle était venue. Mais elle ne serait plus jamais invisible. Le siège social de Morel Immobilier occupait les 3 derniers étages d'un immeuble haussmannien, rénové dans le 8e arrondissement. 1840 mètres carrés de bureau design, où le marbre Calacata côtoyait le verre fumé et l'acier brossé. Luna franchit les portes du rez-de-chaussée un lundi matin à 7h47 précise, 3 semaines et 4 jours après la soirée au Théâtre Impérial. Elle portait un tailleur Sandro acheté avec ses économies, 420 € qui représentaient la moitié de son salaire mensuel d'employé, des escarpins Minelli à 89 € et une détermination forgée dans 15 années de discipline silencieuse. L'accueil fut glacial. Valérie Dumont, assistante d'Auguste depuis 11 ans, l'accueillit avec un sourire professionnel qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. « Mademoiselle Alves, Monsieur Morel vous attend dans la salle de réunion C, 3e étage, à droite après les ascenseurs. » Aucun bienvenu, aucune chaleur, juste les informations minimales. Dans les open space, 37 employés suivirent Luna du regard tandis qu'elle traversait l'étage. Les conversations s'éteignirent sur son passage. Quelques-uns avaient vu les articles dans la presse. La Cendrillon du piano humilie un magnate de l'immobilier, quand le talent défie la fortune, mais la plupart ne voyaient qu'une anomalie, une intrusion dans leur univers calibré. Auguste, dans la salle de réunion, ne se leva pas lorsqu'elle entra. Sébastien était là aussi, appuyé contre la baie vitrée qui offrait une vue sur les toits de Paris. L'atmosphère était tendue comme une corde de violon. « Asseyez-vous », ordonna Auguste plus qu'il n'invita. Lana s'assit face à lui, croisant les mains sur la table en noyer massif. « Puisque j'ai été contraint de tenir ma promesse, autant établir les règles. Vous êtes directrice générale sur le papier. Dans les faits, vous observerez, vous apprendrez, et vous ne prendrez aucune décision majeure sans mon aval. Est-ce clair? » « Parfaitement, » répondit Luna, soutenant son regard. « Puis-je suggérer un ajustement? » Auguste haussa un sourcil, surpris par l'audace. « Pardon? » « Si je dois apprendre, autant apprendre efficacement. Donnez-moi accès au dossier complet des 3 derniers projets immobiliers majeurs. Je les étudierai et vous présenterai une analyse dans 15 jours. » Sébastien ricana. « Vous croyez comprendre en 15 jours ce qui nous a pris des années à maîtriser? » Luna se tourna vers lui, son regard calme mais inflexible. « Je ne prétends pas tout comprendre. Je prétends travailler suffisamment dur pour ne pas être un poids mort. À moins que vous préfériez que je reste décorative dans un bureau vide. » Le silence dura 7 secondes. Puis Auguste, contre toute attente, sourit, un vrai sourire. « Très bien. Valérie vous donnera les accès. 15 jours, nous verrons. » Ce fut le début d'une transformation inattendue. Les 15 jours se transformèrent en marathon intellectuel. Luna arrivait à 6h30, dernière à partir à 22h, dévorant des tonnes de documents, cahiers des charges, études de marché, bilans financiers, réglementations urbanistiques. Son bureau, 18 mètres carrés au bout du couloir, la plus petite pièce de l'étage, devint son nouveau sanctuaire. Certains employés, progressivement, cessèrent de la voir comme une intruse. Thomas Blanchard,
directeur financier de 41 ans, fut le premier à lui offrir spontanément son aide. Le projet Monceau, c'est un labyrinthe. Si vous avez des questions, Lorna accepta. Leur première conversation, guindée, devinrent des échanges techniques passionnés. Thomas découvrit que Luna posait des questions pertinentes, identifiait des incohérences manquées par d'autres. Auguste observait, d'abord avec méfiance, puis avec une curiosité croissante. Il passa devant son bureau un soir à 21h15 et la vit, concentré sur un tableur Excel. Quelque chose en lui, peut-être un reste de conscience, peut-être simplement de la curiosité, le poussa à frapper à la porte vitrée. « Vous êtes encore là » constata-t-il. « Comme vous » répondit-elle sans lever les yeux. « Le projet Monceau vous pose problème ?» « Pas le projet. Les marges. Elles sont optimistes. » Auguste s'approcha, regarda l'écran. Luna lui montra ses calculs. Pendant 23 minutes, ils discutèrent chiffres, projections, risques. Lorsqu'Auguste quitta le bureau, il ne claqua pas la porte. Il la referma doucement, pensif. Le 15e jour, Luna présenta son analyse dans la grande salle. 12 personnes assistaient. Elle avait préparé 47 pages et 23 diapositives. Sa voix ne tremblait pas. L'analyse était implacable, pertinente, chiffrée, étayée. Elle identifiait 3 faiblesses majeures, dont 2 que personne n'avait relevées, et proposait des ajustements concrets. « C'est solide », admit Thomas. Sébastien ne dit rien, mâchoire serrée. Auguste tambourinait des doigts sur la table. « Très bien », finit-il par dire. « Nous allons intégrer ces ajustements. » Ce soir-là, en quittant l'immeuble, Luna croisa David, le jeune serveur du théâtre impérial qui travaillait à temps partiel comme coursier. « Tu l'as fait » murmura-t-il avec un sourire timide. Luna lui rendit son sourire, le premier vrai sourire depuis son arrivée. Auguste Morel commençait à ressentir quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des décennies, du respect. 3 mois et 12 jours après son arrivée chez Morel Immobilier, Luna coordonnait la négociation finale du projet Bercy, un complexe résidentiel de 74 appartements, 19 millions d'euros de valeur totale. La réunion se tenait dans la tour Montparnasse au 43e étage, dans les bureaux du fonds d'investissement Axiom Capital. La négociation fut âpre. Les représentants d'Axiom cherchaient à réduire les marges de 2,3 %. Auguste défendait ses positions avec assurance. Mais c'est Luna qui, au moment critique, intervint avec une contre-proposition étayée par des données minutieuses. « Vous avez fait vos devoirs, mademoiselle Alves » dit l'un d'eux. 27 minutes plus tard, l'accord était conclu, aux conditions de Morel Immobilier. Dans l'ascenseur, Sébastien fulminait en silence. Auguste regardait Luna avec une expression indéchiffrable. « Vous m'avez surpris. »« C'était le but ?» répondit Luna, un soupçon d'ironie dans la voix. Auguste rit. Un rire bref, mais authentique. « Non, mais c'est rafraîchissant. » Ce soir-là, il l'invita à dîner. « Pour célébrer Bercy », précisa-t-il. « Au 5, restaurant 3 étoiles Michelin. Menu dégustation à 395 € par personne. Luna, dans une robe Claudie, pierlot noir, 285 €, une folie, se sentait déplacée. Mais Auguste ne chercha pas à impressionner. Il parla de son premier projet raté, un immeuble à Clichy où il avait perdu 140 000 € à 31 ans. « Qu'est-ce qui vous a fait continuer ?» Auguste réfléchit, faisant tourner son vin. L'orgueil, probablement, et la peur de prouver que tous ceux qui m'avaient sous-estimé avaient des raisons. Vous comprenez ça, non? Leurs regards se croisèrent. Luna comprit que, malgré l'abîme social, ils partageaient cette même blessure, le besoin de prouver leur valeur. Le piano dans l'église. Quand j'avais 13 ans, j'y allais parce que j'avais faim et que jouer me faisait oublier. Puis c'est devenu une promesse. Un jour, je serai assez bonne pour que personne ne puisse m'ignorer.
Auguste hocha lentement la tête. Vous y êtes arrivé, de manière spectaculaire. Grâce à vous, répondit Luna avec ironie. Votre cruauté m'a offert une scène. Auguste tressaillit. J'étais arrogant, injuste. Je voyais en vous une cible facile. Je pensais que l'humiliation publique affirmerait mon pouvoir. Il soutint son regard. J'avais tort, et je vous dois de vraies excuses. Pas la comédie que j'ai jouée ce soir-là. Le silence se chargea d'une tension différente. Luna sentit son cœur accélérer. Ce n'était pas de la peur ni de l'hostilité. C'était quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Accepté, murmura-t-elle. Ils parlèrent de musique, d'architecture, de rêves abandonnés. Auguste raconta son désir secret de devenir architecte, étouffé par les attentes familiales. L'air entre eux semblait vibrer. À 23h17, en sortant, Auguste héla un taxi pour Luna. « Je ne veux pas précipiter quoi que ce soit. Vous travaillez pour moi. Ce serait inapproprié. » Luna acquiesça, soulagée et déçue. « Merci pour l'honnêteté. »« Luna, dit-il alors qu'elle montait dans le taxi. » Elle se retourna. « Je ne suis pas sûr de mériter votre pardon, mais j'aimerais essayer de le gagner. » Le taxi s'éloigna. Par la vitre, elle vit Auguste seul sur le trottoir. Quelque chose venait de basculer. Les jours suivants furent étranges. Politesse exagérée, regard qui s'attardait. Sébastien, observant ce changement, sentit son pouvoir se fissurer. L'orage éclata un mardi après-midi, 5 mois après le gala. Sébastien Pradier, rongé par l'envie, commit l'erreur fatale. Il tenta de saboter Luna en falsifiant un rapport sur Bercy, faisant croire qu'elle avait surestimé les revenus de 1,7 million d'euros. La manipulation fut découverte par Thomas lors d'un audit. Les preuves étaient accablantes. Auguste convoqua une réunion d'urgence. Le silence était glacial. « Sébastien, j'ai travaillé avec toi 8 ans. Je t'ai fait confiance, promu, enrichi. » Sa voix était calme mais implacable. « Et tu as choisi de trahir par jalousie mesquine. Tu es renvoyé avec effet, immédiat. Sors. » La déchéance fut totale. Luna ne ressentit aucune satisfaction, seulement une tristesse diffuse. Auguste se tourna vers elle. « Je vous dois plus que des excuses. Vous avez transformé cette entreprise par compétence et intégrité. Et vous m'avez transformé, moi. » Les semaines suivantes virent une métamorphose complète. Auguste nomma Luna directrice générale opérationnelle, un titre avec pouvoir réel. Il se retira progressivement, gardant un rôle stratégique mais laissant Luna diriger. Mais la transformation la plus profonde se produisit entre eux. Ils dînèrent à nouveau dans un bistrot du 11e, le temps des cerises, 28 € par personne. Auguste rit en découvrant le lieu. « Nous sommes loin du 5. » « C'est le but. Ici, on peut être nous-mêmes. » Auguste admit ses regrets sur une vie construite sur la domination. « J'ai 52 ans, 2 divorces, une fille qui ne me parle plus, un empire qui ne me rend pas heureux. » Il regarda Luna. « Puis vous êtes arrivé, pour me défier, me forcer à voir qui j'étais. » Luna posa sa main sur la sienne. « Vous n'êtes pas l'homme de ce soir-là. Vous avez choisi de devenir meilleur. C'est plus courageux que vous ne pensez. » Lorsqu'Auguste raccompagna Luna jusqu'à son 2 pièces de 42 mètres carrés, 890 € par mois, il hésita. « Je ne sais pas où cela nous mène, mais j'aimerais le découvrir. Avec vous. » Luna sourit. « Moi aussi. » Ils ne s'embrassèrent pas. C'était trop tôt. Mais la promesse était là.